Olavo, meu amigo, um prazer estar aqui com você. O que nós vamos ter hoje aqui, hein? Meu amigo, hoje temos o lançamento do Domaine de Noguet, um grande produtor de Beaujolais. Sensacional. Da região de Nancy, que fica perto dos Cruz. E vamos ter a presença virtual do Gilles, que é o produtor e o enólogo da Domaine de Noguet. Maravilha. Merci beaucoup. Merci à vous. Super, super. Parfait, Gilles. Bienvenue chez nous, chez Weinberg d'Excellence. Et nous sommes très heureux. Bonjour à tous. Bonjour. 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 L'historique du domaine et puis après on parlera peut-être des vins. On fait comme ça. Donc la région beaujolaise, c'est 10 km au nord de Lyon, 20 km au sud de Mâcon. Então, acho que entendeu, né? Então, a situação está 20 km de Lyon, 20 km do sul, né? Voilà. Je pense qu'au labo, vous avez mis les cartes du Beaujolais dedans. Oui. Voilà, donc, vous avez tout pour découvrir un petit peu notre région. Oui. La région aujourd'hui, elle fait plus que 12 800 hectares, tout confondu. À peu près 6 000 hectares de cru et 6 500 hectares de Beaujolais village. Parfait. Aujourd'hui, nous sur le domaine, la production principale c'est Beaujolais Lancier qui se trouve tout au nord du Beaujolais. C'est la seule commune de Beaujolais village au milieu des crus. Parfait. Bom, falando sobre as posições, as quantidades que se faz dos Beaujolais, os Beaujolais villages deles. Et donc la région aujourd'hui, donc sur les blancs c'est chardonnay, mais on en a encore pas à vous faire découvrir, ça sera dans un futur possible. Aujourd'hui, le blanc c'est à peu près 4% de la surface du Beaujolais qui est produit sur des argilo-calcaires, et nous sur le domaine c'est 15%. Parfait. Então, a porcentagem de chardonnay que é produzida 4% em cima de argila calcário. Parfait. Donc les blancs sont produits en chardonnay, les rouges et les rosés 100% gamay, noir à jus blanc. Parfait. Então, 100% do rosé que é de gamay. Donc le gamay c'est un cousin du pinot, mais avec des caractéristiques de fruits un petit peu différentes. Então, o gamay que é primo do pinot noir, obviamente com características diferentes. Aujourd'hui, la région a été mondialement reconnue et est une des régions les plus connues dans le monde du vin par le Beaujolais Nouveau. Então, é uma região conhecida no mundo inteiro pelo Beaujolais Nouveau. Donc, nous aujourd'hui, on fait des Beaujolais Nouveaux, mais on fait des Beaujolais Nouveaux qu'avec les gens avec qui on travaille, avec nos crus et nos vins de garde. Hoje, obviamente, ele não faz o Beaujolais Nouveau, ele faz realmente os Beaujolais. Moi, j'ai récupéré beaucoup de responsabilités professionnelles dans le vignoble depuis une dizaine d'années. Ok, então ele recuperou realmente a responsabilidade dessas vinhas, enfim, de fazer o trabalho, né? Pardon. Et j'essaye d'insuffler ma vision au vignoble parce que je pense qu'on s'était, enfin, nos générations précédentes s'étaient un petit peu trompées. Oui. Então, falando da maneira que ele cuida do terroir e das vinhas, né? Da maneira um pouco mais sem en fait, le Beaujolais Nouveau c'est un super moment de fête et quand il est bien fait c'est un très joli vin. Então, o Beaujolais Nouveau, que ele está recuperando em fazer isso, quando é bem feito, é um vinho maravilhoso. Mais pour moi, il faut utiliser ce moment où le monde du vin nous appartient pour parler de nos Beaujolais villages et de nos crus. Hoje a gente vai, na verdade, falar sobre o Beaujolais Village e os crus. Gilles, vous avez un autre cépage que c'est un croisement génétique, non? Comment? Vous avez un autre cépage qui... Sur le domaine? Si, qui c'est un croisement génétique. Vidocq, je pense. Le Vidocq, oui, mais ça c'est un cépage qui
où on est après travailler avec l'Institut de recherche du Beaujolais, mais qui n'a rien à voir avec le gamay aromatiquement, et que j'ai plus planté par curiosité technique Ah, ok. que par qualité gustative pour le moment. Ok. Então ele tem essa variação genética que ele se cruzou. J'aime bien faire les essais moi-même parce que quand c'est nos techniciens qui font les essais, ils font des essais sur des toutes petites parcelles. Et moi, quand on fait des essais, j'aime bien que ça soit à taille réelle. Ele é um homem um pouco mais ousado, né? Então ele pegou essa uva, Vidocq, que ele está plantando, mas está plantando mais por curiosidade técnica do que gustativa. Algum dos vinhos? Não, Não. É que eu vi no site dele isso. Donc le vignoble aujourd'hui, il fait à peu près 60 km de long et 20 km au plus large sur la partie basse du Beaujolais. Então as vinhas estão aí no centro de Beaujolais, mais ou menos 60 quilômetros do centro. Et on se trouve situé entre la plaine de la Saône et les collines du Haut-Beaujolais, avec des coteaux qui vont de 180 mètres à 450 mètres d'altitude. Então, na colina são encostas que tem plena radiação solar, que são os vinhos que ele trabalha. La majorité des terroirs du sud Beaujolais est argilo et argilo-calcaire. La grosse majorité nord, côté des crues, est sur des schistes et des granites, principalement. Então, a majoritária no sul de Beaujolais, onde eles estão, é argila calcário, o terroir. Voilà. Alors donc nous sur le domaine maintenant, si on parle un petit peu du domaine, c'est un domaine que mon père a acheté en 76. Il était déjà vigneron avant, mais il a acheté le domaine des Ligues en 76, qui est un maudit de vigne qui est juste derrière la propriété. Ok, então a propriedade foi comprada pelo pai dele em 76, tá? Que são as terras que estão localizadas realmente atrás da propriedade. Então é uma vinícola Moi je suis la 5e génération de vigneron, mais je dis toujours, c'est pas ce qui fait la qualité d'un vigneron, ça nous aide, l'expérience nous aide, mais on peut être le 10e et être mauvais, et être le premier et être très bon. Donc l'expérience nous sert, mais elle veut pas forcément dire qu'on est meilleur. Então é uma família de gerações de vinherons, né? Pai, avô e tudo mais, mas sobre a qualidade de cada um, enfim, a combatividade, quem que se faz, quem vai ser o melhor nessa compétition. Donc, moi je suis sorti de la faculté d'œnologie de Dijon en 1994. Je me suis associé avec mon père en 2000. Okay, então ele fez a sociedade com o pai, ele se associou mesmo e tomou conta da vinícola em 2000. Et donc du coup, en 2008, mon père a pris la retraite et on a racheté tout le domaine avec mon épouse. Então em 2008 ele com a esposa dele compraram a propriedade inteira, 100% dos dois. J'ai la chance d'avoir un père qui avait une vision déjà un petit peu moderne du Beaujolais, mais je voulais être chef de mon bateau, donc il peut y avoir qu'un chef dans le bateau et pour être chef, il faut être propriétaire du bateau. Voilà. Eu acho que o pai dele tinha uma visão um pouco mais moderna, mas hoje ele é o chefe do barco, então como chefe do barco agora ele faz exatamente como ele quer. Et donc du coup, depuis 2008, on a acheté pas mal d'appellations avec Magali. Em 2000, pardon, quel ano? 2000 e... Comment? Quelle année que... À partir, on a commencé en 2005 et on en a encore racheté la semaine dernière sur Moulin à Vent à Fleurville. Ah ok, 2005. Ouais, les premières vignes qu'on a achetées en cru, c'est 2005. Ah ok, então 2005 foi a primeira, quando ele comprou a primeira vinha de cru. Avec mon père, on avait des vignes que sur Lancier et un tout petit peu sur Corcelles, mais très peu. Ah, ok, então sobre a regência do pai dele, era somente Beaujolais de Lancien, que é a vilarejo de região deles, sem cruz. Et du coup, on produisait que du Beaujolais village que sur une cuvée. Ok, então era village só que ele faz cuvée dos crus. Et aujourd'hui, sur le domaine, on a 5 appellations et 17 cuvées différentes. Então hoje no domaine são 5 apelações com 17 parcelas diferentes. 17? Isso, parcelinhas diferentes. Donc, si vous regardez sur la carte du Beaujolais, Lancier en fait touche l'appellation Morgon,
Fleury et Moulin à Vent, on est pile au milieu de ces trois crus. Então, se vocês olharem a carta de Lancier, vocês vão ver que ele toca todos esses crus. O Fleury, Moulin à Vent, ele está em contato com todos esses crus. Voilà. Et donc, moi, l'idée, c'était pas de travailler toutes les appellations du Beaujolais, c'était vraiment d'être spécialiste sur 3 ou 4 et d'avoir des très belles origines de terroir sur celles-ci, afin de faire des vrais vins de terroir et pas des vins technologiques comme les Beaujolais nouveaux. Então, hoje ele realmente se toca muito no terroir, na expressão de cada e não mais na tecnologia. Je suis assez attaché à ça et je pense qu'aujourd'hui, tous les vignerons qui bossent en faisant parler leur terroir en Beaujolais, on est tous en phase de croissance assez impressionnante d'ailleurs, parce que on a vécu 20 ans ou 25 ans de crise, et du coup ceux qui sont restés, c'est les passionnés, et là aujourd'hui on a une très très grosse dynamique dans le vignoble. Então, em Beaujolais, obviamente, tiveram uma crise muito grande, que eliminou muitos produtores em Beaujolais, e hoje os que restaram realmente são os apaixonados e que fazem realmente um serviço muito direcionado para o terroir, para o biodinamismo, etc. Vous verrez pendant la dégustation, aujourd'hui la France elle est en train de rebouger au niveau des régions. Les régions qui étaient très en crise il y a 20 ans, le Muscadet, le Beaujolais, la Loire, la Savoie sont des régions qui sont remises en question et dont les vins ont un très gros niveau. Et du coup aujourd'hui c'est des vins qui ont des très beaux rapports qualité-prix et qui sont après à reprendre leur place. Então, são regiões na França que, como citou, Beaujolais, Loire, mesmo que são regiões que hoje estão se dedicando somente à qualidade, já fazem vinhos de grande expressão e que há um tempo atrás isso não acontecia. Donc, on va peut-être après parler des terroirs en même temps qu'on déguste. Comment vous voulez faire au labo? Pouvons goûter. C'est comme tu veux. C'est peut-être plus simple et comme ça on parle terroir, Parfait. On parle vinification et on goûte le vin en même temps. Super, j'ai super. l'habitude de faire comme ça, mais Parfait, je pense que j'ai une bonne idée. Et nous commençons avec les rosés? ouais. Oui, parfait. Então, a gente começa. Pergunta para ele se eles têm uma associação lá e quem que é o atual presidente. Gilles, vous avez une association de Beaujolais qui représente l'idée de Beaujolais et de terroir. Et quel est le président de cette association? Alors en fait, le Beaujolais, il y a l'interprofession. Donc dans l'interprofession, on a les maisons de négoce qui siègent, donc Laurent, Duboff et certaines maisons de Bourgogne, et les vignerons qui sont à parité pour prendre les décisions de communication. Ok. Donc ça, c'est une interprofession, comme ça existe dans toutes les régions et peut-être aussi au Brésil, possible. Et après, notre vignoble, il est géré par des ODG. Donc un ODG, c'est un organisme de gestion et de défense de l'appellation d'origine contrôlée. Comment ça s'appelle? DOG? ODG. Ah, ODG. Organisme de gestion et de défense. Ok, ODG. Donc ça, en fait, on en a un pour les Beaujolais et Beaujolais Village et un pour les crus. Et les 10 crus sont regroupés dans l'ODG des crus et j'en suis le vice-président. Ok, perfeito. Então, existe algumas associações, existem casas que defendem essas ideias, mas que existe também uma associação de vignerons, que é essa ODG, que defende a cultura e os vinhos do Beaujolais, uma associação dos produtores realmente que existe. Exato. Gilles, comment se passe la fermentation in votre domaine? Sont fermentation spontanée? Alors, nous, sur le domaine, moi, j'aime bien que tout soit contrôlé. Donc, toutes les fermentations, enfin, pas toutes, 80% à peu près, sont ensemencées en levure, mais avec des levures neutres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des levures aromatiques. Ok. C'est des levures qui nous servent à enclencher la fermentation, mais qui respectent le terroir et qui ont été sélectionnées dans le Beaujolais. Ok. Donc, c'est vraiment des levures, comme quand on fait du pain, vraiment pour enclencher la fermentation, mais aucune levure aromatique sur le domaine. Merci. Et certaines fois, on fait des pieds de cuve, mais je trouve que la levure
neutre, fonctionne mieux et nous apporte beaucoup plus le côté terroir. Certainement. 2021 en Beaujolais, c'était un vrai millésime de vigneron. Énormément de boulot dans les vignes parce qu'une année climatique un petit peu plus froide avec des pluviométries un peu plus importantes que d'habitude. Et c'est des années difficiles, mais c'est des années que j'aime beaucoup parce qu'on fait des très grosses différences qualitatives entre celui qui bosse beaucoup e celui qui attend. Seu Soufre, nesse ano foi realmente ano de Vieron, porque foi ano um pouco atípico, fez pouco mais de frio, então o trabalho no terroir, na vinícola foi grande e ele gosta desse tipo de desafio porque realmente ele demonstra as habilidades de cada dos domaines. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le domaine, si vous vous rendez un peu compte, il y a entre 8 et 10 000 pieds de densité hectare et on a effeuillé à la main tout le côté soleil levant sur 20 hectares de vignes. Donc on a effeuillé 200 000 pieds de vigne à la main pour justement aérer mieux nos raisins, leur faire prendre plus le soleil afin de mieux mûrir et de moins traiter. Então, falando do trabalho exaustivo que é você colher todos esses hectares à mão. Nous avons l'ancien. Donc l'ancien, je ne sais pas si vous allez voir en fait, ça c'est un morceau de granit. Okay. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais oui. C'est ce qu'on appelle le granit trouble ici. Et puis on a aussi des quartz. Donc des cailloux qui sont un peu comme des granites, mais avec un peu plus de quartz dedans. Okay. Ça, c'est la grande majorité des terroirs de la commune de Lancier, qui est en limite de l'appellation fleurie. Donc on est vraiment sur des terroirs très proches de l'appellation fleurie. Então, c'est une cuvée qui représente Pardon. Ça, c'est une cuvée qui fait... Oui. S'il vous plaît. Oui. Ça, c'est un petit peu ma cuvée de cœur. Ça, c'est une cuvée qui fait 50 000 bouteilles par an. Combien? Une seule mise en bouteille, et ça, c'est très très présent dans la restauration française. Ele mostrou do que é feito o terroir, o solo do Lancien, que é majoritariamente granito e granito com quartzo. Ele está na coluna de Fleury, mas obviamente não leva apelação em função de ser terroirs diferentes. Et en fait, sur cette cuvée, il y a un petit peu tout ce que j'aime dans le vin parce qu'on a déjà un peu plus de structure. On a un peu plus de tanin, on est sur des cuvaisons un peu plus longues. On a déjà un côté un peu plus terroir. On va retrouver en finale de bouche un petit peu le poivre de séchant, le côté graphique du granit, ce qui fait qu'on a toujours une belle appétence sur ces vins. Perfeito. Então, aqui a gente já está migrando para vinhos já mais de terroirs, então vinhos com mais estrutura, que você já começa a identificar inclusive no paladar essas nuances que diferem do resto dos vinhos. Elegante, você achou o primeiro austero, né? Les premiers c'est plus austère, plus sec, on compare le deuxième vin, le deuxième rouge. Le deuxième vin, vous le trouvez plus sec, non? Non, sans soufre. Au contraire. Au contraire. En fait, le sans soufre, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le gamay. Le gamay, quand il est sur la jeunesse, tel que beaucoup de gens l'ont vendu pendant très longtemps, même dans les crus, c'est naturellement un cépage qui est acide. Et du coup, quand on le boit jaune, on est toujours sur ces notes un tout petit peu, pas séchantes, mais un petit peu rustres, on va dire. Et ça a besoin de temps. C'est pour ça que sur la vinyle du sans soufre, on va chercher le fruit, mais peu de tanin, pour avoir un vin accessible plus tôt. Et sur les autres, on va chercher un peu plus de structure. Et par contre, on élève les vins 1 an en cuve, 1 an en bouteille, et après seulement on commercialise. Okay. Quando você toma ele muito jovem, você encontra esse tipo de rusticidade. Então, nos crus agora em diante, a gente vai começar a seguir mais essa linha, que são vinhos que ele até lança para o mercado um pouco mais tardio. Então, às vezes é 1 ano barrica, mais 1 ano em garrafa, aí que vai para o mercado. Então, é uma característica da Gamay, ou jovem ou um pouco mais evoluído na garrafa. C'est à peu près 20 jours de macération.
Et une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait au niveau gustatif, moi je déclenche toujours mes pressurages par la dégustation. Une fois qu'on a pressuré, les vins sont entonnés dans des demi-muits, donc des tonneaux de 400 et 500 litres, de 1 à 5 ans. Et on les laisse pendant 22 mois. Então são vinhos que ele já coloca em tonéis de 500, 600 litros e deixa lá um ano. Um ano. Ele usa parte de engaços, não? Et tu, Putz, como é que é engaço? Il veut utiliser aussi les, comment ça dit, les raisins et les engastes. Ouais, alors dans cette cuvée, on enlève à peu près 50% de gras. Ok. 50% de grappe entière, 50% de éraflé. 50%. Parfait. Et là, le manganèse est mélangé un petit peu avec le granit. Et en fermentation et en dégustation, vous allez voir, on va retrouver ce côté un petit peu plus puissant, un peu plus riche sur les tanins. Et ça, c'est des vins qui sont faits plus pour manger avec des viandes, des tagines, des plats un peu plus cuisinés. Et qui appellent vraiment un repas. C'est différent. Oui, oui. Et pourtant, entre les deux parcelles des côtes et des murs de Lune, il y a moins d'1 kilomètre. Combien de kilomètres? Il y a moins d'1 kilomètre entre les deux parcelles. Então, 800-900 mètres. Então aqui está dizendo sobre a diferença do terroir, né? Que o granito já vem com mais magnésio, né? São pontos pretinhos que estavam escritos lá. E para entender um pouco as diferenças de terroir entre o Moulin Vin e o Fleury, os dois côtes, essas duas parcelas que a gente está tomando, é menos de 1 quilômetro, é 900 e poucos. Sensacional. Nossa, dá dois vinhos tão diferentes. Diferença, né? Esse é especial. J'arrivais à acheter des Bourgognes, aujourd'hui je suis chef d'entreprise et j'arrive plus à payer les mêmes bouteilles. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. Mais ouais, non, il y a des très très grands vins en Bourgogne. C'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, les prix sont montés de manière très conséquente. Et sur les très belles appellations, ça commence à coûter. Comme disait mon grand-père, si on veut manger proprement et se rincer la bouche souvent, ça coûte très cher. Et je pense que le Beaujolais, c'est le futur des vins de grande qualité. Parce que les prix, c'est incroyable. En fait, nos cépages sont un petit peu cousins. Et puis à l'évolution, un gamay, on part toujours sur des notes un petit peu pinot. Vous allez vous rappeler quand on a goûté les vieux millésimes à la maison. Et pour moi, là, les vins, ils sont vraiment en devenir. C'est le côté méconnu, parce qu'encore une fois, les vignerons et les négociants de Beaujolais n'ont pas cru au potentiel de leur terroir. Et ça, je suis frustré de ça parce qu'on a perdu 20 ans. Ô Gilles, e les changements climatiques, c'est bon pour Beaujolais, non? Pour nous, le réchauffement qui a lieu depuis une dizaine d'années, c'est idéal. Parce qu'en fait, quand je me suis installé, que j'étais jeune, on ramassait des maturités entre 10,5 et 11,5 de degrés. Et après, on pouvait chaptaliser pour monter à 12,5. Ce qui fonctionnait très bien. Mais par contre, on avait toujours des acidités un petit peu plus présentes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le gamay, même quand il est mûr, c'est déjà un cépage qui a de la fraîcheur. Du coup, le fait de ramasser aujourd'hui à 13, 13,5, voire plus, on a de la fraîcheur, mais on a des tanins qui sont beaucoup plus ronds. Merci. Pardon. Vous dites là vous? Non, on parle sur la mudança climatique et qu'il y a des personnes qui défendent qu'en Bourgogne, un futur de Bourgogne, c'est le gamay. Et bien sûr, ça c'est un peu compliqué, mais... En fait, c'est Louis XV qui a fait supprimer le gamay en Bourgogne, mais il y a 150 ou 200 ans, il y avait des gamay en Bourgogne. Oui, les ducs de Bourgogne, Philippe les deux, Philippe le deuxième. Hein, ouais. Mais c'est comme ça. Mais en fait, moi, mon grand-père, pendant la guerre en Allemagne, a passé 2 ans en Allemagne. Ah oui? Et avec lui, il avait un vigneron de Côte-Rôtie et un vigneron de Gevrey-Chambertin. Et à l'époque, un moulin à vent, donc il y a 70 ans, un moulin à vent était plus cher qu'un Côte-Rôtie. Wow.
et qu'un Georges Chambertin. Donc ça veut dire qu'on a raté quelques virages depuis 70 ans. C'est fantástico, c'est fantástico. Ele está dizendo que o vô dele esteve na guerra na Alemanha, né? Na Segunda Guerra, e ele combateu junto do lado de dois vinherons também, um de Coty e um de Gervais Chambertin. E que na época o Moulin Van dele era mais caro que o Gervais Chambertin e o Coty. Sensacional. Gilles, tu penses qu'en ce moment, il y a quelques esprits de renaissance de Beaujolais à respect des crus de Beaujolais et de la grande qualité? J'ai pas tout compris. Tu penses que maintenant c'est le moment que les Beaujolais, que l'appellation Beaujolais vivre, c'est un moment de renaissance. Oui, pour moi, on est déjà une trentaine, une cinquantaine de domaines à déjà avoir fait la bascule, dans les vignes, dans le chai, mais aussi commercialement, parce qu'aujourd'hui on est sur une très grosse dynamique nous depuis 3-4 ans. Mais on est après essayer d'insuffler ça dans le vignoble pour que les gens aient envie de faire plus parler leur terroir, de reprendre le temps de faire des élevages un peu plus longs, de faire redécouvrir ce que c'est qu'un vin qui a 2 ans d'élevage, parce que pour moi c'est ça. Et en fait, à cause du Beaujolais nouveau, les gens vendent même des crus des fois trop tôt, et quand on vend un vin quand il n'est pas prêt, on le vend sur des tanins qui sont un petit peu durs, un petit peu serrés, et du coup, aujourd'hui on n'a plus, enfin ça c'est ma vision, mais moi j'ai toujours 4 à 500 000 bouteilles en stock. Pas parce que je les vends pas, parce que pour moi il faut du temps. Et en fait, on n'a pas de restaurateur aujourd'hui ou de caviste qui veulent acheter, stocker et vendre dans 3 ans. Donc nous à la maison on a fait 800 mètres carrés de bâtiment thermorégulé et on essaye de vendre le vin le plus près du moment de consommation. Super. Ele falando realmente que esse trabalho de renascença do Beaujolais pelo menos a parte dele já vem sendo feito há 30 anos. E obviamente comercialmente isso já está se criando frutos. E algo que ele falou muito interessante, que eu sou muito de acordo, é que tem obviamente a estrutura do Gamay e do Beaujolais são um pouco mais duros, né? Um tanino um pouco mais duro, e que ele tem um estoque muito grande de 400 mil garrafas que ele vai guardando e vai soltando já essas garrafas prontas para o consumo, porque o cara do restaurante e o cavista não quer pegar essas garrafas e guardar 10 anos. Ele faz esse trabalho e começa a soltar no mercado conforme se diz.